Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du cycle menstruel et de l'impact que ça a sur ta nutrition. Donc, le cycle menstruel, il y a beaucoup de choses à dire et déjà, je tiens quand même à préciser directement que on ne sait pas encore tout, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore tous les impacts que ça, ou du moins, on sait que ça a pas mal d'impacts, mais on ne se connaît pas forcément le pourquoi du comment pour tous ces impacts-là. Mais j'avais envie de parler aujourd'hui plutôt de l'impact qu'a le cycle menstruel sur notamment la faim et sur du coup les apports caloriques et potentiellement tout ce qui est composition corporelle, etc. Pour un petit peu, donc déjà pour les hommes, c'est très informatif, c'est toujours intéressant de savoir ça. Et je considère que même pour nous, qui on va dire ne sont pas concernés de manière directe, c'est quand même intéressant d'avoir des informations là-dessus, surtout si on est coach ou si on est diététicien, donc dans le domaine de la santé globalement. Et pour les femmes, c'est vraiment très intéressant puisque à la fois c'est intéressant de le savoir et en plus de ça, ça peut permettre d'éviter de culpabiliser par rapport à des facteurs, on va dire, c'est pas qu'on ne contrôle pas, mais du moins c'est des facteurs naturels. Donc je trouve ça intéressant aussi de le savoir, c'est plutôt pour l'aspect émotionnel aussi, puisque parfois il peut y avoir beaucoup de culpabilisation pour au final des choses qui se passent et qui sont entre guillemets considérées comme normales. Donc le cycle menstruel, pour rappel, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais le cycle menstruel se décompose en 4 phases, même si on a tendance à le décomposer en 6 phases, et je vais plutôt parler des 6 phases. Déjà, en moyenne, ça dure 28 jours. Alors évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, ça peut aller très bien vers les 25 jours, mais aussi très bien vers la trentaine de jours. Ça dépend, mais en tout cas, on considère ici dans mon exemple que c'est 28 jours. Les 28 jours, c'est très simple. Au début, on a ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et la phase folliculaire commence par les règles, donc c'est-à-dire par tout simplement quand on perd du sang, etc. Et donc, souvent, cette période-là où on a nos règles dure entre 3 et 5 jours, de manière globale. Ensuite, après cette phase-là, donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase, donc la early follicular phase, donc c'est-à-dire la phase folliculaire tôt. Enfin, je sais pas trop comment le traduire, mais la phase folliculaire du début. Voilà, je j'ai pas trop de traductions qui me viennent tout de suite. Et après ces 5 jours-là, donc ces premiers 5 jours-là, on a la phase folliculaire tardive, en quelque sorte, qui a tendance à durer vers le 14e jour, pardon. Et justement, durant cette phase folliculaire tardive, eh bien, l'œstrogène a tendance à augmenter. Et ensuite, après cette phase folliculaire tardive, on a l'ovulation, donc la période d'ovulation, qui dure souvent entre 1 et 2 jours, ça dépend des personnes. Donc c'est là où on va créer les ovules, etc. Et justement, durant cette phase-là, eh bien, il y a aussi une augmentation des hormones, donc notamment la LH et la FSH, qui sont deux hormones très importantes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pour justement tout ce qui est fonction sexuelle et autres. Et c'est cette augmentée d'hormones, cette variation d'hormones, qui va aussi avoir un impact sur la chute d'œstrogène qui se passe durant donc la phase d'ovulation, mais aussi qui va amener à plus tard une augmentée de la progestérone, même si ça se fait pas tout de suite. Donc de manière globale, il y a une variation des hormones pendant l'ovulation. Et après l'ovulation, donc c'est-à-dire environ vers le 15e jour, eh bien, on a d'abord la phase lutéale. Donc la phase lutéale qu'on dit, enfin voilà, on l'appelle la phase lutéale, mais souvent on l'appelle la mid-luteal phase, donc la phase lutéale moyenne, je ne sais pas trop comment le dire non plus. Donc on a cette phase-là qui dure et durant cette phase-là, il y a une augmentée de la progestérone, mais aussi une augmentée un petit peu d'œstrogène, même si cette montée d'œstrogène n'est pas aussi grande que celle qui a lieu durant la phase folliculaire. Et enfin, on a la fin de phase lutéale, donc c'est là où les hormones diminuent, c'est-à-dire que l'œstrogène et la progestérone reviennent à zéro quasiment, c'est-à-dire qu'il y a une grande chute des hormones, et c'est comme ça que se termine la phase lutéale avant de re-aller vers les règles et donc de refaire un cycle, etc. Donc ça, c'est un petit rappel un petit peu du cycle menstruel, hein, même si évidemment c'est pas, c'est très très schématique. Enfin, j'ai vraiment un peu vulgarisé le truc. Mais de manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt, enfin, du moins dans ce que je vais discuter, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt qu'il y a une phase folliculaire, une phase lutéale, et que durant la phase folliculaire, il y a plutôt de l'œstrogène, et la phase lutéale, on considère plutôt qu'il y a de la progestérone, même s'il y a quand même un petit peu d'œstrogène aussi. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que l'œstrogène et la progestérone n'ont pas, ou du moins ne sembleraient pas avoir, les mêmes influences sur notamment les niveaux de faim, puisque généralement l'œstrogène, on remarque que ça a tendance à couper l'appétit, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à moins manger, à moins avoir faim durant la phase folliculaire, donc c'est-à-dire entre le premier jour et le 14e jour du cycle de manière globale. Donc
il y a plusieurs hypothèses qui sont faites à ce niveau-là, c'est-à-dire que on sait que l'œstrogène semblerait augmenter la libération de CCK. Donc la CCK, c'est une hormone qui est faite dans les intestins et qui va avoir un impact sur la satiété, puisque ça va tout simplement diminuer en fait la vitesse à laquelle l'estomac se vide, et ça permet en fait de plus créer une sensation de satiété et de manger moins du coup et d'être plus vite rassasié. Donc il y a déjà ça. Et justement, la progestérone, elle, semblerait augmenter l'appétit. Alors la progestérone, on sait un petit peu moins pourquoi est-ce qu'elle semblerait augmenter l'appétit. Mais en tout cas, on remarque quand même il y a pas mal d'études hein, de femmes où on a demandé, sous forme de questionnaire, sous forme d'observation, etc., que durant la phase lutéale, il y avait beaucoup plus de craquage. Alors j'aime pas ce terme, mais c'est pour que tu comprennes de quoi je parle. Il y a beaucoup plus de craquage alimentaire durant la phase lutéale que durant la phase folliculaire. Et de manière globale, on remarque que les apports alimentaires sont supérieurs en termes caloriques dans la phase lutéale que dans la phase folliculaire. Donc, en d'autres termes, il semblerait que la progestérone serait peut-être liée à une augmentation de l'appétit, alors que l'œstrogène serait sûrement lié à une diminution de l'appétit. Donc ça déjà c'est intéressant puisque ça donne des idées. Donc, par exemple, si on est une femme et qu'on a tendance à plus manger, notamment sur la fin de notre cycle juste avant les règles, eh bien ça peut être bon, on va dire, de savoir que ça a une partie physiologique. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que tout ce qu'on mange c'est physiologique et qu'on y est pour rien, mais c'est quand même intéressant de savoir que parfois dans la fin de notre cycle, on a un petit peu plus de penchant pour des aliments sucrés et gras, hein, parce que enfin, il a été montré que durant la phase lutéale, il y avait plus d'affinité avec les aliments très gras, industriels, etc. C'est toujours, je trouve, intéressant de savoir ça. Et enfin, ce que je voulais aussi dire dans cet épisode, c'est un petit peu parler de la composition corporelle et de est-ce que les cycles menstruels ont un impact sur la composition corporelle. Et la réponse est oui, puisque il y a des impacts sur notamment la rétention d'eau. Et ça, c'est intéressant puisque l'aldostérone, donc ça, c'est une hormone qui est liée justement à la rétention d'eau, hein, le fait d'excréter l'eau, de la retenir, etc. Donc l'aldostérone, elle, dans son cas, elle augmente la rétention du sodium. Et vu que le sodium, si on en a trop dans notre corps, ça a tendance à augmenter la rétention d'eau de notre corps. Eh bien, cette augmentée d'aldostérone, pardon, a tendance à plus se faire durant la phase lutéale. Et c'est notamment pour ça que, généralement, les femmes ont tendance à avoir l'impression, du moins, ou alors même, enfin c'est le cas pour certaines femmes, mais la plupart du temps, les femmes ont cette impression-là dans un premier temps, que durant la phase lutéale, c'est-à-dire juste avant les règles, mais aussi durant les règles, eh bien, il y ait une rétention d'eau qui se fasse. Et ça, c'est possiblement lié à justement cette augmentée d'aldostérone qui fait que il y a davantage de sodium de retenue. Et en plus de ça, on vient de parler qu'il y avait possiblement, durant la phase lutéale, plus d'apports alimentaires d'aliments ultra transformés. Et vu que ces aliments-là sont très riches en sodium, ça peut possiblement aussi amener à un apport plus riche en sodium, en plus du fait que le sodium est encore plus retenu dans le corps. Et donc, ça peut effectivement avoir un impact sur la rétention d'eau. Donc, ce n'est pas encore sûr à 100%. On sait que ces mécanismes-là se passent, mais on ne sait pas si c'est réellement ça qui est coupable du fait qu'il y ait possiblement plus de rétention d'eau durant la phase lutéale ou non. Mais en tout cas, il semblerait y avoir des impacts du cycle menstruel sur la composition corporelle et donc sur la quantité d'eau qu'on a. Et aussi, il faut comprendre que au niveau de la soif, de manière globale, eh bien, la soif n'est pas la même durant le cycle menstruel. C'est-à-dire que durant la phase lutéale, eh bien, il y a possiblement un petit peu moins de soif que durant la phase folliculaire. Mais ça, on a beaucoup moins de données, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais de manière globale, on remarque qu'il y a quand même des impacts sur la rétention d'eau, sur la composition corporelle du cycle menstruel, hein. Il y a aussi des impacts sur l'osmolarité du corps, etc. Mais voilà, de manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que durant la phase lutéale, il semblerait y avoir plus de rétention d'eau. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui paraîtrait être normal si tu l'as déjà remarqué et si tu es une femme, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. J'avais pas envie de rentrer plus dans les détails, mais c'était surtout pour donner quelques indications. Encore une fois, ici, il n'y a pas de. Alors, c'est évidemment enfin, c'est que des études qui ont prouvé tout ce que je viens de dire, mais il n'y a pas encore de sûreté par rapport à différents mécanismes, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'hypothèses encore. On est plus confiant sur les résultats que ça donne, mais on est beaucoup moins encore certain de pourquoi est-ce que ça donne ces résultats-là. Mais je trouvais ça quand même intéressant de parler du sujet parce que c'est pas souvent discuté. Et en plus de ça, ça permet encore une fois de mieux comprendre comment on fonctionne pour les femmes et aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les femmes pour nous les hommes, et je trouve ça aussi intéressant.
Donc si l'épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Ça me permet que plus de personnes puissent écouter le podcast et donc améliorer leurs connaissances par rapport à l'alimentation, que ce soit lié au sport ou non, hein, parce que ce mois-ci, on parle pas mal de tout ce qui est libido, hormones sexuelles, etc. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler par rapport à la nutrition. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.